sauf les premiers qui les ont consacrés, c'est qu'effectivement, l'ordre du Temple était le seul ordre qui avait obtenu du pape, je crois que c'est 1902, ce qu'on appelle aujourd'hui la prélature personnelle. C'est-à-dire que c'est l'ordre lui-même qui consacrait ses prêtres, sans avoir recours au clergé séculier, les évêques, etc., qui en étaient forgés d'ailleurs. Ça aussi, c'est quand même très sérieux. C'est un privilège extraordinaire, et les seuls qui l'auront après, les Templiers, ce sont les Jésuites et l'Opus Dei. Et l'Opus Dei, il y a seulement quelques années. On peut se demander pourquoi. Est-ce que ces gens-là ne croient pas exactement aux mêmes choses, aux mêmes dogmes bon. En tout cas, je pense effectivement que les Templiers avaient une foi chrétienne, sûre, mais chrétienne au sens. Ils avaient une grande estime des enseignements du Christ, de Jésus lui-même, mais ils ne croyaient pas du tout aux dogmes imposés par le Vatican. Il n'a en fait surtout que des aspects temporels, un pouvoir temporel de Vatican. Alors que tous les enseignements du Christ sont plutôt d'ordre spirituel. Voilà. Donc ça veut dire que, parce que les Templiers, il y a quand même quelque chose pour préciser, parce que c'était un ordre très riche. Ah non, il est devenu très riche. Ah, il est devenu très riche. Parce qu'à la base, pourquoi est-il devenu très riche? Alors, là aussi, c'est une... On dit c'est quand ils sont allés aux croisades, ils ont trouvé des secrets sur le mont du Temple, et puis ils sont revenus en Europe, et à ce moment-là, ils étaient... Et là, il y a plein de gens qui leur ont fait des dons, parce que... Même le demandait que les autres congrégations leur fassent des dons, lui fassent des dons, parce que les premiers papes qui ont soutenu l'émergence du avaient compris quelque chose que leurs successeurs n'ont toujours pas compris. À trouver des secrets peuvent être de différents ordres. Ça peut être des secrets sur la sur un chose comme ça, mais aussi des secrets d'ordre très stratégique, très temporel. Parce que il ne faut pas oublier que les Juifs sont allés, mais que fait aussi, je dirais, toutes ces études, ces universités en Égypte. Parce que dans la Bible, enfin dans les évangiles, on parle de lui à la naissance. Et puis, bon, il y a il faut absolument fuir, s'il a fui en Égypte. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, on ne sait pas du tout ce qu'il fait. Il revient juste au moment de sa bar mitzvah, sans doute. Et là, il étonne les docteurs de la loi dans la synagogue de Jérusalem. Il redisparaît à nouveau jusqu'à 30 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Eh bien, jusqu'à 12 ans, le plus important centre des Juifs de l'époque, comme aujourd'hui on dirait New York. Il y a eu jusqu'à 1 million d'habitants à Alexandrie. Quand il a fait ses études, il y avait encore la bibliothèque d'Alexandrie. C'est-à-dire qu'il a étudié la religion et aussi un certain nombre d'autres beaucoup de gens, je dirais, intelligents qui se destinent à quelque chose, à un rôle public, il a dû voyager, beaucoup. Alors, certains disent qu'il est allé
en Angleterre, en Grande-Bretagne. D'autres disent, je ne sais pas si non plus, qu'ils seraient allés jusque dans l'Himalaya. En tout cas, un personnage qui devient le personnage public à partir de 30 jusqu'à 33 ans, c'est quelqu'un qui a vraiment assimilé énormément de savoir. Et il n'est pas impossible que dans le temps de Salomon, l'ancien temple de Salomon, sur lequel résident les Templiers pendant 9 ans, qu'ils aient trouvé effectivement un certain nombre de savoirs, mais de tous ordres, aussi bien alchimiques, géographiques, spirituels, et tout ça. Ce qui justifie la création de l'ordre de Sion et l'ordre du temple. Ce qui justifie l'idée que depuis les croisades, on sache mesurer la terre. Et pour ça, plein de choses comme ça qui font que... Mais c'est parce que moi, j'ai une version, la version qui est aussi souvent, on va dire, dans l'islam, chez les musulmans, oui. Ces Templiers ont trouvé les livres que Salomon avait voulu interdire à son peuple et qui contiendraient des rites magiques, tout un tas d'incantations, enfin, des livres apparemment. Oui, c'est pas exclu non plus. C'est pas exclu non plus, on ne sait pas, ça peut être d'ordre spirituel aussi. On ne sait pas ce qu'ils ont trouvé, mais ils ont trouvé quelque chose. Ils ont trouvé quelque chose de suffisamment fort pour imposer au pape des choses qu'aucun autre ordre ne pouvait exiger. Ouais, d'accord. Voilà. Et en fait, ils sont devenus une ONG d'aujourd'hui qui n'avait de compte à rendre à personne, sauf au pape. Au pape même, pas à l'Église. Juste au pape. Juste au pape. C'est sous l'autorité du pape. Voilà. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Or, je peux faire un petit parallèle, c'est à partir de ce moment-là qu'ils seront devenus riches, qu'ils ont commencé à faire beaucoup de commerce aussi. Et c'est un petit parallèle avec l'histoire de Rennes le Château dont on parlait tout à l'heure. C'est à partir du moment où Saunier a trouvé aussi un secret, que lui aussi, il a sorti beaucoup d'argent, on ne sait pas d'où. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a un lien à mon avis, oui. Dans lequel c'est encore une autre affaire. On arrive à Jeanne d'Arc qui est donc enfant, qui arrive à Don Rémy. Il y a un document qui dit qu'elle serait arrivée de nuit, accompagnée d'un certain nombre de cavaliers avec des torches et amenée par une femme dans une Athénée, c'est-à-dire une espèce de cabriolet. Donc, elle sera arrivée effectivement à la date du 6 janvier. Julien dont je parlais tout à l'heure. Mais son arrivée qui est décrite. C'est pas la petite bergère, alors. C'est arrivé, voilà. Mais alors, évidemment, c'est arrivé, c'est sous silence, je dirais, un gars qui écrit cette information au duc de Milan, un mois à peu près après la délivrance d'Orléans, et qui raconte au duc de Milan d'où sort cette jeune fille qui surprend tout le monde, et il raconte l'an 1408, janvier 1408, le bébé est arrivé et on a frappé à la porte des dards et ça a réveillé tout le pays. C'est formidable, il y a un enfant. Alors c'est bizarre, le pays. Si la fameuse Isabelle Romée avait été enceinte, on l'aurait su, il n'y aurait pas de quoi s'étonner. Alors que là, les gens se réveillent. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est
bien une arrivée et non pas une naissance ordinaire. D'accord. Chez ton Réunion, c'est un petit village. C'est un tout petit village, il y a 40 foyers, c'est ridicule. Donc tout le monde se connaît, et puis bon, il n'y avait pas de télévision. On savait. Ça veut dire que bien être né en 1907. C'est un tout petit bébé en plus. C'était un tout petit bébé. Et comme le duc s'est fait assassiner 15 jours, 3 semaines après, on a vite quelqu'un voudrait s'en prendre à la descendance. Et donc, pour moi, 1408, ah non, pas en 1408. Et puis bon, elle est confiée à une famille de gens qui ne sont pas des laboureurs, qui sont déjà des gens des propriétaires. Hein. Autrefois nobles, non, pas encore. Pas encore. Pas encore. 1408, c'est encore des gens qui vivent modestement. Ils sont propriétaires, mais qui ont des armoiries. Mais des nobles un peu déchus parce que, bon, ils sont obligés de travailler, quoi. Donc on va vivre là jusqu'à quand on parle d'elle. Et puis le temps passe. Et puis les enfants, les 3 fils de Charles VI, le fou, meurent les uns après les autres. Il y en avait déjà un qui était mort en bas âge, il y en a 2 qui auraient pu prétendre à régner, et ils ont tous les 2 des enfants fâcheux avant leur maison. 1420, et 1420, c'est le 13 de croix, où les amours de Bavière disent le dauphin Charles, c'est le dernier qui reste, mais c'est un bâtard. C'est un bâtard, il n'a pas de droit. Voilà. Donc la logique, effectivement, c'est que la couronne revienne à l'Angleterre. Oui. Le petit-fils de Philippe le Bel. Puisque le petit-fils de... Non, pas le petit-fils, puisque le roi d'Angleterre avait épousé la fille de Philippe le Bel. Oui, Isabelle de France, voilà. Et elles sont qui de là un fils qui est directement le petit-fils de Philippe le Bel par frère. Voilà. Donc la succession serait passée par une femme. Et surtout, c'est non seulement les Templiers continuaient d'exister, qui étaient simplement occultés, on vient d'en parler, n'auraient jamais accepté que la couronne de France passe à un successeur de Philippe le Bel. Par rapport au plein roi maudit. On est en plein dedans. Or, vous allez m'objecter qu'effectivement, les Templiers n'existent plus, même s'il y a encore des descendants. Non. Ne croyez pas ça, les Templiers existent toujours. Parce que le peuple ne le sait peut-être pas, mais on l'apprendra beaucoup plus tard, sous Napoléon, il y a eu une résurgence de temps, très brève, et qui donne une explication. Napoléon, c'est complexe, hein. Je suis. Napoléon, bien que ce soit à une autre époque, c'était un homme qui aimait beaucoup l'histoire et les Templiers, qui n'aimait pas beaucoup l'ordre de Malte, qui avait hérité des biens du Temple. L'ordre de Malte, c'est anciennement l'ordre Saint-Jean de Jérusalem. Hein, les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Voilà. Qui est devenu depuis l'ordre de Malte. À l'époque de Napoléon, l'ordre de Malte s'était allié avec les Anglais. Et
Napoléon, en partant vers l'Égypte, au passage, hop, il a viré l'ordre de Malte, justement, voilà. Hein. Et quand c'était à l'époque, c'était encore que Bonaparte. Quand il est revenu, qu'il est devenu Napoléon, sous son règne, il a, je dirais, facilité le renouveau de l'ordre du Temple, dans la mesure où, avec sa garde nationale, il y a eu une cérémonie dans Notre-Dame de Paris, où les Templiers ont fait une réapparition assez époustouflante, avec un homme qui s'appelait, j'ai oublié son prénom, Fabré Palapra. Ce Fabré Palapra a mis, je dirais, a révélé un document qui retraçait la longue liste de tous les maîtres, les grands maîtres de l'ordre du Temple, depuis Jacques de Molay. Alors que c'est censé être le dernier. Alors que c'était censé être le dernier. Et ce document s'appelle la charte de l'Arminius. Pourquoi la charte de l'Arminius? Parce que quand Jacques de Molay s'avait condamné, il avait transmis sa charge au grand maître qui se trouvait à l'époque à Jérusalem. Il y avait des grands maîtres de différents endroits, lui c'était le plus grand de tous, mais et donc il avait transmis sa charge de grand maître de l'ordre entier au grand maître, au précepteur, je dirais, de Jérusalem, lequel s'appelait l'Arminius. Et à partir de l'Arminius, eh bien, on a noté tous les noms des suivants. Et c'est comme ça qu'on trouve, dans cette liste, révélée seulement quelques siècles plus tard, le nom de Duquesclin. Duquesclin qui était donc 50 ans avant Jeanne d'Arc, mais qui a chassé les Anglais de la même manière. Voilà, ouais. C'était connétable, donc c'était un espèce de grand intendant du royaume, c'est ça? Connétable, c'était surtout le chef des armées. Le chef des armées, oui. D'accord. Et donc, on peut s'interroger pourquoi un modeste petit baron breton, sans, en plus il était moche comme un fou, paraît-il, comment ce gars-là, aussi brave soit-il, j'entends son genre de courage, comment a-t-il pu devenir connétable de France? C'est-à-dire le général des généraux de toute l'armée. Ben, c'est tout simple. Il était tout simplement grand maître du Templier. C'est le roi qui l'a nommé à ce poste-là, quand même. Oui. C'est-à-dire que le roi le savait, alors? Non, c'est pas le roi qui l'a nommé grand maître. Non, le roi l'a nommé connétable. Voilà. Mais il l'a nommé connétable parce qu'il était grand maître. D'accord. Eh oui. C'est une logique, puisqu'il était chef d'un ordre militaire. Mais bien sûr. Même si l'ordre était effectivement secret, je veux dire que là on comprend mieux pourquoi dans la légende de Duquesclin, on s'étonne qu'il ait pu convaincre très facilement les bandes de soldats, je dirais, démobilisés, qui vivaient sur l'habitant, ils n'avaient rien d'autre. Comment il a pu les convaincre et de venir avec lui jusqu'en Espagne pour aller se battre contre le prince noir? Là, on se dit, mais peut-être que ces mecs-là, finalement, c'était aussi des Templiers ou des soldats qui avaient combattu avec eux. Et donc, il y avait une force de conviction de par ce titre. Il a cru qu'il pouvait faire. Ça explique également pourquoi, quand il a été fait prisonnier par le roi pas un roi d'Espagne, il était divisé à ce moment-là en plusieurs morceaux. Enfin bon bref, il a été fait prisonnier par un des rois concurrents de l'époque, en Espagne, allié avec le prince noir. Et à ce moment-là, c'est lui-même qui a évalué sa rançon au prix d'une rançon royale.
nos manuels d'histoire le font passer pour quelqu'un d'extrêmement prétentieux, en disant oui, mais toutes les fileuses de France ont travaillé pour moi, pour payer ma rançon, etc. Ça, c'est de la belle légende. Mais en réalité, il a vendu toutes les propriétés qu'il avait, et il en avait quelques-unes en Bretagne, pour, soi-disant, payer cette rançon. Le roi en a mis un petit peu, et aussitôt qu'il a été libéré, l'autre, d'Aragon, voilà, quand c'est le roi de Navarre qui le tenait prisonnier, c'est le roi d'Aragon chez qui il est allé après, n'a pas eu d'autre urgence que de lui redonner le royaume de Grenade. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc il a vendu ses propriétés, il a fait venir l'argent en Espagne pour payer sa rançon, mais l'autre, le roi rival, lui a aussitôt compensé en le faisant roi de Grenade. Duc de je ne sais plus quoi, Tristama, ou enfin. Mais la Grenade, elle a encore son occupation musulmane, encore. Avec oui, mais bon. On lui donne quand même le titre parce que c'est vrai qu'on est dans la Reconquista. Hein, oui, oui, on est dans la Reconquista. On sait très bien que de toute façon, Grenade va tomber aussi. Là, ça va revenir. Donc voilà, c'est pas n'importe quel personnage, ce Guesclin. Et il est donc 50 ans avant Jeanne d'Arc. Et c'est très probablement l'épée qu'elle va faire récupérer à Sainte-Catherine de Fierbois sera la sienne. On n'en est pas là pour l'instant. On est en 1420. La gamine, qui est née en 1407, elle a 13 ans. Comme par hasard, à son procès, elle dira qu'elle a commencé à entendre ses voix de 13 ans. C'est pas la seule chose curieuse, parce qu'en 1420, il se passe plein de choses. En 1420, René d'Anjou n'a encore que 12 ans, mais on le marie quand même, c'est pas grave, parce qu'à l'époque, on se marie jeune. Et on le marie à la fille du duc de Lorraine. Le duc de Lorraine, il a sa propriété qui touche Don Rémy. Et puis, Don Rémy, ça commence un petit territoire qui s'appelle le Barrois. Mais ce Barrois, il appartient effectivement, comme le soulignait l'autre fois, à un oncle de René d'Anjou, qui est cardinal. Et en tant que cardinal, il n'est pas censé avoir d'enfant, donc normalement, alors peut-être l'adopte-t-il, c'est possible, j'ai pas vu ce document-là. Par contre, ce que je sais, c'est que il y avait d'autres héritiers possibles, au nombre desquels un certain comte de Luxembourg, qui revendiquait aussi cet héritage. Or, il semble que vraiment, il y avait un impératif pour Violante d'Aragon et René d'Anjou à mettre la main sur le Barrois, non seulement parce que ça jouxtait la Lorraine du futur beau-père, mais surtout parce que là, il y avait Don Rémy, au point qu'ils sont allés jusqu'à faire un échange de leur propre comté de Guise. Guise, c'est un mot, c'est un nom qui compte aussi dans l'histoire, un comté assez riche, d'échanger leur comté de Guise avec le comte de Luxembourg contre le comté du Barrois, qui était encore que comté à ce moment-là, qui deviendra duché après. Et donc, ça fait l'objet d'une transaction. Pourquoi? Ça s'est changé comme ça à l'époque. Oui. Oui, ça s'est changé, oui. Ben, ça c'est à moi, ça c'est à toi, tiens, je te change, voilà, bah, c'est comme ça. Mais je ne vais pas échanger mon briquet contre tes lunettes si j'ai pas besoin de lunettes. Bon, bah, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'ils vont échanger
le comté de Guise contre le côté des Barrois s'il n'avait pas une raison précise d'avoir le Barrois. Et comme par hasard, dans le Barrois, il y a Drogny, et à Drogny, il y a Jeanne d'Arc, enfin la future. Bon, ça peut être une coïncidence. Toujours est-il qu'à partir de 1420, le père d'Arc, qui a élevé la gamine, se trouve bénéficiaire d'un bail de 9 ans, qui va donc nous conduire jusqu'en 1429, pour être le locataire de la forteresse de Lille. C'est probablement pas un grand et beau château, c'est sûrement quelques murs. Forteresse de Lille. La forteresse de Lille, de L apostrophe et comme une île. D'accord, comme une île, d'accord. La forteresse qui est sur l'île. D'accord. Sur l'île de Adorny, au milieu de la Meuse. D'accord. Et donc, à partir de 1420, la gamine aurait pu l'avoir traînée dans les rues de Drogny. Elle sera toujours derrière les hauts murs de cette forteresse. Bien protégée quelque part. Ah, non seulement bien protégée, mais très à l'abri des regards et tout ça. Or, pour les mêmes raisons, à partir de 1420, le père Jacques d'Arc, qui est donc propriétaire, soi-disant laboureur, mais qui fait labourer, qui ne laboure pas lui-même, reçoit régulièrement deux chevaliers qui viennent de Vaucouleurs, là où il y a Baudricourt, et qui viennent soi-disant pour des questions, je dirais, domestiques, comptabilité, etc. Mais bon, ont-ils besoin de venir tous les mois ou toutes les semaines on s'interroge quand même, surtout quand on regarde la qualité des bons hommes. Il y en a un qui s'appelle Bertrand de Poulengy, qui a très certainement une manière d'enseigner peut-être les armes, la cavalerie, ou je ne sais quoi. L'autre qui s'appelle Jean de Metz. Et comme je le disais autrefois, si vous regardez aujourd'hui les armes de la ville de Metz, c'est toujours les mêmes. C'est 1000 parties de sable et d'argent. C'est-à-dire, en fait, c'est l'étendard templier, blanc et noir. Encore aujourd'hui. Donc, Jean de Metz, je suppose que c'était un templier, ça, pour moi, je mets ma main à couper. De Poulengy, probablement, mais bon, à savoir, c'est très compliqué, sauf aller fouiller dans les armes des uns et des autres, mais comme ça change à chaque génération, parce qu'on rajoute un truc, on en enlève un autre, c'est assez complexe. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Jeanne est en contact avec des gens qui, à partir de 1420, la mettent à l'abri de la vue, et les ducs l'entraînent, voire l'initient, je ne sais pas, c'est ce que je suppose. Et je suppose probablement à juste raison, parce que on va la retrouver 9 ans plus tard, avec un certain nombre de qualités que les jeunes filles de l'époque, surtout les bergères, n'avaient pas. À savoir, elles parlent parfaitement bien le français de cour, le langage de cour, pas le français comme on parle en Alsace ou en Lorraine. Elle se moquera même d'un moine de Vierzon de Bourges, je sais plus. Il lui demandait si c'est vous à parler français, il lui répond mieux que vous. Enfin, il y a quand même plein de choses comme ça. Elle monte à cheval, déjà, elle monte à cheval, elle se bat. Voilà, elle court des lances, oui, elle sait manier l'épée, la hache, tout ça, ça s'apprend pas en un jour. Hein. Alors effectivement, si elle est née en 1407 et non pas en 1412, et si à partir de 1420, elle a déjà 13 ans et elle vit encore 9 ans à l'abri des hauts murs de la forteresse,
Là, on comprend mieux qu'elle a eu le temps d'apprendre tout ça. C'est pour ça que, du point de vue de la légende, je dirais, que je souhaiterais, que l'Église souhaiterait qu'il soit le seul de vérité, bah, c'est une gamine de 17 ans qui arrive, qui délivre la vie sans jamais avoir rien compris, c'est forcément miraculeux. Mais s'il s'agit d'une jeune femme de 21 qui vient de passer les 9 dernières années dans les murs d'une forteresse, à apprendre à sauter à cheval, à manier les armes et à parler le langage de cour, et pas seulement, parce qu'il y a toutes les études qui vont avec, bah, évidemment, c'est plus tout à fait la même personne. Mais pourquoi cette personne-là aurait-elle eu droit à ce genre de privilège? Ben ça, c'est la question. Excusez-moi, je vous coupe, on va faire juste une petite pause et justement, on y répond. On y répond après. On y répond juste après. Voilà. Donc voilà, de retour après la pause. Et donc, on était en train d'évoquer justement le traitement particulier de Jeanne d'Arc. Et pourquoi a bénéficié de ce traitement-là? Il y a une explication qui est certainement un peu ébouriffante, qui va surtout ébouriffer les dévots et l'Église. C'est que si on tient compte de sa réelle naissance en novembre 1407 et du fait qu'elle est la fille légitime, albirine, de Isabeau de Bavière, la reine, et du frère du roi, Louis, duc d'Orléans. Si on prend la généalogie de ces deux personnages, on remonte par Saint-Louis directement à Clovis. Et c'est là où on peut se poser des questions quant à la prétention de notre ministre de supprimer de l'histoire de France Jeanne d'Arc, Clovis et Saint-Louis. Bon, c'est une simple parenthèse. Oui, mais encore une fois, ça fait beaucoup de coïncidences. Moi, je n'avais pas prévu qu'il allait faire cette déclaration quand j'ai écrit le livre. Peut-être qu'il l'a lu depuis, je ne sais pas. En tout cas, voilà, si on tient compte de la généalogie des deux parents, on remonte directement à Clovis. Clovis et Clotilde. Or, quelle est l'hypothèse qui est mise en avant également dans l'histoire de René Château, entre autres par Dan Brown dans son livre Da Vinci Code, mais également par d'autres auteurs anglais de Holy Grail, Holy Blood, en français L'énigme sacrée, qui était déjà paru bien avant. En fait, c'est la question de la descendance du Christ, de Jésus, dont les descendants seraient arrivés en Provence et se seraient installés en fait pour donner une lignée en France. Dans cette hypothèse, Clotilde, qui a épousé Clovis, nous est donnée comme princesse chrétienne, entre guillemets. Mais qu'est-ce que c'est que cette appellation? Est-ce que, à l'époque de Clovis, qu'est-ce qu'on appelait une princesse chrétienne? Soit c'était une princesse qui avait adopté la religion chrétienne, ou bien est-ce que c'était dans sa nature intrinsèque, par sa filiation? C'est là où se pose le problème, par la grande question de la dignité du sacrement des rois de France, qui quand même avait comme particularité, entre autres, de guérir les Powell, à partir du moment où ils étaient couronnés. C'est un truc qui est pas très habituel non plus. Bref, si effectivement cette théorie est la vraie, et bien dans ce cas-là, Jeanne est la descendante directe de Jésus. Or, l'un des rôles principaux que l'on prête à l'ordre de Sion,
est justement la protection de la lignée sacrée. Putain, on est vraiment en plus dans, j'ai envie de dire, un peu l'histoire Reine de Château, etc. Parce que ça corrobore complètement. Ça corrobore complètement. Alors, est-ce que c'est la solution pour Reine de Château? Je ne sais pas encore, pour l'instant j'en ai une autre, mais en tout cas ça y touche clairement. Et ça explique que, en tout cas, Jeanne ait bénéficié d'un certain nombre de prévention, de soins particuliers, aussi bien dans sa jeunesse que ultérieurement. En tout cas, si on résume, elle est née en 1407, elle a ses premières voix, elle entend ses premières voix, entre guillemets, à 13 ans, c'est un fait, puisque c'est à partir de 13 ans qu'elle va avoir ses entretiens réguliers avec Jean de Metz et Bertrand de... je ne sais plus son nom, mais c'est pas grave, à l'abri des murs de la forteresse. Et puis, bon, cette forteresse, le bail est de 9 ans, ça nous amène justement, comme par hasard, en 1429, et en 1429, Jeanne se dit qu'il est temps qu'elle rejoigne Chinon pour aller lever le siège d'Orléans. Or, ces voix lui ont parlé de lever le siège d'Orléans comme toute première mission, ensuite de faire sacrer Charles VII comme roi de France. Comment peut-on imaginer qu'à l'âge de 13 ans, on lui ait dit qu'elle allait faire lever le siège d'Orléans? Ce siège d'Orléans, il n'était pas du tout prévu qu'il soit mis, même par les Anglais. Parce que, beaucoup plus tard, un officier, je crois que c'est Bedford, dira, mais on ne sait même pas qui a donné l'ordre de mettre le siège à Orléans. C'était d'ailleurs clairement pas leur intérêt, puisqu'ils détenaient le propriétaire, et que ce propriétaire leur payait rançon avec ses rentes qu'il touchait de la ville. Donc ils n'avaient pas intérêt. Au niveau stratégique, on nous a raconté qu'il fallait, comme Orléans avait un pont sur la Loire, qu'il fallait avoir disposition de ce pont. Mais si on regarde bien les choses, les Anglais sont venus mettre le siège par le sud, donc ils avaient déjà passé des ponts ailleurs, et en réalité, ils n'avaient absolument pas besoin de celui-là. Donc, encore un argument bidon. Et si on regarde les choses avec un autre œil, comme je l'ai fait, on se dit, mais tout ça relève d'une énorme machination. Et une machination qui ne concerne pas seulement, je dirais, le public français de l'époque, mais également une manipulation des Anglais. Puisque, en fait, on a préparé Jeanne d'Arc à faire lever un siège qui n'était pas encore mis. Et ça, on l'a fait des années avant. Puisque le siège ne sera mis qu'en octobre 1428. Mais on l'a préparé déjà depuis des années à venir lever ce siège qui n'était pas encore mis. C'est une histoire de fou. On entend les voix, donc vers 1420, oui. Et le siège, lui, il a lieu 8 ans plus tard. Ben oui. Et il va durer que quelques mois. Et puis, comme le faisait remarquer Alain l'autre jour, elle arrive et en une semaine, c'est englobé. Voilà. Bon. C'est quand même assez hallucinant. C'est d'autant plus hallucinant que les bourguignons qui étaient censés être avec les Anglais ont été retirés du siège d'Orléans quelques jours avant. Alors, peut-être que les Orléanais sont allés pleurer auprès du duc de Bourgogne. Oui, c'est possible. Moi, j'ai une autre version. Je pense que l'avenir
l'avenir le dira, enfin pas le nôtre d'avenir, mais l'avenir de l'époque. Je pense qu'en réalité, tout ça était une énorme manipulation